Bonjour jeune homme. Alors bonjour. C'est à vous, je vous en prie, allez-y. Donc nous allons traiter la problématique qu'est-ce qu'un bras robotisé peut-il apporter dans le domaine du génie civil. Alors j'ai décidé de traiter cette problématique car j'aimerais travailler dans le domaine du génie civil pour ma poursuite d'études et cela m'a permis de m'intéresser à de nouvelles techniques dans ce domaine. Alors en cours de sciences de l'ingénieur, nous avons fait notre projet sur un bras robotisé Dobot Magician. Donc ce bras est dédié à l'apprentissage dans le cadre scolaire et l'objectif de notre projet était de vérifier les informations du cahier des charges afin de pouvoir s'en servir donc du robot comme support pour pouvoir imprimer en 3D. Donc ce projet à petite envergure me permet de faire une analogie avec une nouveauté dans le domaine du génie civil qui est l'impression de maisons en 3 dimensions. Donc pour revenir à notre bras robotisé, il a un débattement de 320 degrés et un rayon d'action maximal d'environ 320 mm. Donc nous avons mis en place différents protocoles afin de pouvoir vérifier d'autres informations du cahier des charges comme la précision de notre robot ou sa vitesse de rotation. Donc il était primordial de vérifier ces informations car si le robot n'est pas assez précis, imprimer sera impossible à cause du manque de détails, et s'il n'est pas assez rapide, notre production prendrait du retard. Pour vérifier la précision, nous nous sommes servis d'un outil appelé comparateur, et nous avons programmé un cycle d'un point A à un point B, où le robot touche un comparateur qui mesure la précision initiale et finale au centième de millimètre. Donc en moyenne, notre robot est précis à 0,016 mm, la précision annoncée par le constructeur était d'environ 0,2 mm, on a donc un écart relatif entre notre résultat et le leur de 92%. Donc nous avons aussi calculé la vitesse du bras. Donc pour ce faire, diverses possibilités s'offrent à nous. Donc on avait la première possibilité qui était de prendre en vidéo le robot qui effectue un arc de cercle au maximum de sa vitesse, transférer le fichier sur un logiciel comme Avimeca et faire un pointage pour récupérer la vitesse. Donc nous avons malgré tout opté et préféré faire une autre méthode qui vise à poser une carte microbit dans la pince de notre robot, donc ce qui ressemble à peu près à ça, avec le robot qui tourne comme ceci. Donc l'objectif de cette méthode était de récupérer l'accélération normale de la carte microbit en milli-G et d'exploiter donc les coordonnées de la carte sur un tableau Excel. Donc après avoir utilisé la relation de l'accélération normale, nous avons pu faire apparaître une vitesse en fonction du temps. Donc on a aussi fait un filtrage, car à partir des coordonnées de la carte microbit, on avait récupéré une courbe avec pas mal de bruit. Donc c'est ce qui nous a permis de faire une plus belle courbe qui nous modélise mieux l'accélération. Donc on voit là on a le maximum de la vitesse, à peu près au milieu de la rotation du robot. Et l'accélération redescend tout doucement, jusqu'à ce qu'il vienne s'arrêter. Donc nous avons obtenu une vitesse de 220 degrés par seconde. Donc malheureusement la vitesse annoncée par le constructeur était de 320 degrés par seconde. Il y a donc un écart relatif entre notre valeur et la leur de 31,25%. Donc au vu des contraintes en termes de surface pour le bras du robot, avec ses 320 mm de rayon, nous avons eu l'idée de le monter sur un rail pour avoir une meilleure surface d'impression. Donc là vous voyez notre robot qui a une zone d'impression avant d'être monté sur le rail à peu près comme ça. Donc ce qui est une surface pas très grande, donc on a eu l'idée de le monter sur un rail qui va se déplacer sur cette ligne, ce qui donne une surface d'impression beaucoup plus importante, ce qui nous permettrait de pouvoir imprimer des pièces beaucoup plus volumineuses. Donc pour revenir aux bras robotisés d'impression de maisons en 3 dimensions, ils sont déjà sur le marché. Et plusieurs tests sont effectués et les premières maisons imprimées en 3D ont été mises en service en France, notamment à Nantes. Les bras robotiques sont porteurs de l'avenir dans le secteur de la construction. Donc l'entreprise Winson Decoration, qui a présenté en 2014 des maisons de 200 mètres carrés, imprimant seulement un jour avec sa machine de 32 mètres de long, 10 mètres de large, pour 6,6 mètres de hauteur. Donc malgré la grande envergure de ce bras robotisé, il reste limité dans la surface qu'il peut imprimer, donc à peu près à l'image de notre robot Dobot, donc toute proportion gardée. Donc peut-être que monter un bras d'impression 3D sur un rail qui se déplace, ça pourrait être une idée plutôt intéressante pour les constructeurs, comme ça ils pourraient quand même avoir des bras d'impression de maison en 3D beaucoup plus petits. Malgré tout, il a quand même 32 mètres de long ce bras et il peut seulement imprimer 200 mètres carrés, donc peut-être qu'un bras plus petit sur un rail pour imprimer une plus grande surface en restant dans des proportions tout à fait correctes. Donc pour conclure, différents avantages sont visibles en pratiquant l'impression de maisons en 3D. Donc cela permettrait de faire gagner beaucoup de temps sur un chantier. Donc il est estimé qu'un chantier de 2 semaines prendrait seulement 3 à 4 jours si on imprimait la maison en 3D plutôt qu'utiliser des ouvriers, et tout en réduisant la pénibilité des risques et de travail. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire venir par exemple un échafaudage
on utiliserait juste le robot d'impression 3D, et cela réduirait beaucoup la pénibilité et les risques, parce que c'est malgré tout dangereux de monter sur des échafaudages, faire des choses quand même qui sont plutôt pénibles physiquement. Donc imprimant 3D permettrait aussi d'optimiser la quantité de matière. Donc d'autres études ont montré que la quantité de matière qu'on pouvait utiliser en tant que nous, humains, pour faire une sorte de forme, bah, l'impression en 3D on utiliserait beaucoup moins, et ce qui pourrait être une réelle avancée pour parler à diverses crises dans le domaine de la construction. C'est tout. D'accord, merci Jean. Merci. Alors, donc là votre support de projet était donc le petit, un petit bras robotisé, c'est ça? De combien d'axes le bras robotisé? Il a 4 axes. 4 axes de rotation, j'imagine. Donc vous avez mis en place des protocoles, vous en avez parlé un petit peu. Je voudrais revenir, qu'on essaye de revenir un petit peu ensemble, si j'ai compris que vous avez mis en place des protocoles pour vérifier s'il était apte à fabriquer une maison 3D. Une maison ou toute autre forme de pièce à l'échelle de notre robot, tout ce qui était possible d'imprimer, une maison, un objet. D'accord. Et il en est capable déjà, ce robot, de l'impression? Par exemple, est-ce qu'il est capable d'imprimer des pièces en 3D, en 3 dimensions? Alors, au vu de ses caractéristiques, avec une précision qui est vraiment très acceptable, et une vitesse malgré tout inférieure à celle du cahier des charges, oui, mais qui est tout à fait suffisante, il est possible d'imprimer en 3D avec notre robot. D'accord. Et il le fait réellement ou pas, déjà, ce robot? Vous m'avez dit que c'est un robot, c'est un bras scolaire, c'est ça? C'est un bras qui est dédié à l'apprentissage plutôt dans le cadre scolaire, oui. Et qu'est-ce qui le rend scolaire, du coup, par rapport aux autres? Sa simplicité d'usage. D'accord, juste sa simplicité. Il est quand même plutôt simple. Après, il a un coût d'à peu près 1500 €, 1200 €, donc ce qui est malgré tout cher, mais ce qui reste très abordable dans le domaine des bras robotisés. Ce qui permet pour nous, élèves, d'apprendre, et il est facile de prise en main. D'accord, ok, donc il a vraiment été développé, en tout cas pour sa prise en main dans l'éducation nationale, d'accord. Donc c'est ce qui le différencie d'un bras industriel. Un bras industriel qui, lui, est forcément fait, pas vraiment pour l'apprentissage, il est fait pour des gens pour une main-d'œuvre qualifiée, pour des gens qui savent s'en servir, qui savent programmer, et avec des échelles qui sont bien plus grandes. D'accord. Donc là, vous avez travaillé donc, sur la précision de ce bras, pour savoir si vous étiez capable de fabriquer des pièces convenablement. Et donc, j'ai la valeur là de 92% d'écart, c'est ça que vous m'avez... C'est ça, oui. 92 par rapport au cahier des charges du constructeur? Effectivement, donc le cahier des charges nous annonçait une précision de 0,2 mm, et au vu des mesures qu'on a fait, on a trouvé qu'en moyenne, notre robot avait une précision, lui, de 0,016 mm. Donc j'ai calculé l'écart relatif, ce qui donne à peu près 92% d'écart relatif. C'est énorme comme écart quand même, non? Ouais, c'est vraiment... Le constructeur serait trompé autant, ça paraît étonnant. Surprenant, oui, effectivement. Donc j'ai relativement confiance en notre protocole, relativement évidemment. C'est vrai que ce 92% peut paraître énorme, mais il est bel et bien réel, c'est ce que nous avons trouvé. Le protocole, c'était, vous m'avez dit, un comparateur, on a utilisé un comparateur, donc... Oui. Je me permets. Allez-y, je vous en prie. Donc, on avait notre robot qui ressemble à peu près à ça, à peu près. Oui. Donc il effectuait une rotation, donc là on le voit de face, il faudra l'imaginer vu du dessus. Donc ici, ce serait la fente du robot. Et donc il effectuait une rotation au maximum de sa vitesse, avec un comparateur ici. Et on mesurait l'écart entre les deux. Il y avait combien de comparateurs? 2 ou 1? Il n'y en avait qu'un, pardon, effectivement. Non, mais c'est... D'accord, un seul comparateur. Ouais. Donc il faisait l'aller, le retour, et on pouvait comparer la précision qu'il y avait au début et celle obtenue à la fin. D'accord. Donc, enfin... qu'est-ce que vous pensez de votre protocole? Il pourrait être amélioré, je pense. De quel point de vue? D'un point de vue... Genre par rapport aux 92%, est-ce qu'il y a des chances que votre protocole soit faux? Tout est possible, hein, nous ne sommes que des humains, comme on dit. Donc ce protocole... Moi je pense que si le comparateur est bien fixé... Si le comparateur est bien fixé, si on ne se trompe pas d'unité, il n'y a pas de raison... on est d'accord, il n'y a pas de raison. Si grosse erreur. D'accord, il faudrait revoir un petit peu le cahier des charges du constructeur du coup.
Très bien, donc ça c'était pour la précision. Donc là on peut conclure que vous pouvez conclure qu'il est assez... Il est assez précis pour pouvoir imprimer et faire ce qu'on lui demande. D'accord, très bien. Ensuite, donc, vous m'avez parlé, vous avez fait des mesures pour sa vitesse. En effet, j'ai entendu que pour pouvoir fabriquer, on va dire, dans un temps imparti plutôt court, il fallait quand même qu'on ait des déplacements assez rapides. Et là, vous m'avez parlé de mesures d'accélération normale. Oui. Avec une carte à base de microcontrôleur. Quel est le capteur qui vous a permis de mesurer? Alors on s'est servi de l'accéléromètre qui était sur notre carte microbit. D'accord, donc il y a un capteur intégré à la carte. Un capteur intégré dans la carte. D'accord, l'accéléromètre. Oui. Et à partir de l'accélération, vous avez obtenu la vitesse. C'est ça. À partir de la formule de l'accélération normale. Ah, c'est à partir de l'accélération normale. Alors comment vous avez procédé un petit peu pour avoir l'accélération normale déjà peut-être dans un premier temps? Alors déjà on avait notre carte microbit, donc je vais la représenter assez basiquement. Oui. Avec 3 axes. Donc il fallait bien positionner l'axe, celui qui était celui-là par exemple, oui. pour avoir précisément l'accélération normale. D'accord, donc vous avez orienté l'axe pour récupérer l'accélération normale. C'est ça. D'accord, très bien. Et donc vous avez fait quel type de mouvement au niveau du robot? On lui a fait faire exactement la même chose que pour notre comparateur. Un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation. D'accord. Donc là, vous avez paramétré vitesse max, tout ça. Vitesse max. D'accord. Comment vous avez fait? C'est intuitif. Comment il fait? Vous l'avez programmé cette... Alors on l'a programmé, c'est ça. Donc on prenait notre robot, on le plaçait manuellement à ce point-là, et on le replaçait à ce point-là. Donc avec une fonction qui s'appelle repeat and j'ai oublié le terme précis, mais ça lui permettait de refaire exactement le même trajet qu'on lui avait fait faire manuellement. D'accord, du coup au niveau de l'accélération, comment on fait pour passer à la vitesse du coup? Alors donc la formule de l'accélération normale qui est v carré sur r. Oui. Donc ça c'est égal à r au carré sur r fois θ prime de t. Donc du coup ça c'est égal à au carré évidemment. Ça fait r fois θ prime de t au carré. Donc on a le rayon. Je vous l'ai dit qu'il était 320 mm. D'accord. Et on fait la racine de cette valeur pour obtenir... je suis perdu. Là, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez comme... Alors on cherche ça. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc vous avez trouvé ça, en effet, à partir de l'accélération normale. Et donc vous avez filtré. Comment vous avez filtré? Vous avez utilisé quoi? Un filtre passive, du coup, avec une résistance à condensateur? Comment vous avez fait pour choisir On a fait un filtre qui était passe-haut, donc... non. On a effectué un filtrage afin de récupérer une courbe qui était sans bruit, donc beaucoup plus lisible. D'accord. Bon, du coup, on ne sait pas trop quel type de filtre vous avez utilisé. Non, vous n'êtes pas trop penché dessus. Je ne suis pas trop penché dessus. C'est votre professeur de SI qui s'est occupé de ça, j'imagine. Entre autres. Donc il a bien travaillé, ça a marché en tout cas. Ça a filtré ou pas? Effectivement, ça a filtré ce qu'on voulait. Très bien. Vous m'avez parlé au niveau du robot d'une surface d'impression, mais oui. Je suis étonné parce que ce robot il a combien d'axes, vous m'avez dit? 4. 4 axes. Et donc c'est qu'une surface? Non, c'est un volume. Là, c'est un volume. Là, j'ai parlé plutôt en surface par rapport à mon dessin qui est vraiment très simplifié, ce qui est plus facile de dimension. Effectivement, oui, c'est un volume. D'accord. Et est-ce que vous avez estimé le volume sans rail et avec rail, ce que vous avez gagné du coup en rajoutant un rail? Du coup, je repose une question avant celle-ci. Quelle est la dimension du rail que vous avez utilisé? Donc c'est un rail qu'on a posé qui fait environ 1 mètre de long. D'accord, ok. Et du coup avec ces 1 mètre en plus de translation, vous avez fait un petit calcul de volume gagné? Alors c'est une très bonne question, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à faire ce calcul. Ouais. Et c'est vrai que si je devrais le refaire, ce seraient des données qui me paraîtraient vraiment très importantes. Pouvoir comparer ce qu'on gagne et ce qu'on perd. D'accord, ok. Très bien. Si on revient un petit peu du coup, est-ce que la conclusion par rapport à votre support qui est le robot sur lequel vous avez travaillé, ce robot il est adapté à la construction de l'habitation 3D? Alors vous me l'avez dit évidemment à proportion gardée. Est-ce qu'il pourrait répondre aux critères finalement de la fabrication d'une maison 3D?
Alors, donc, on n'a pas eu le temps de finir ce projet, Ouais. mais d'après les caractéristiques qu'on lui a trouvées, les différents protocoles qu'on a pu mettre en place, notamment avec notre rail, on peut penser qu'il pourrait très bien suffire à imprimer des maisons en 3 dimensions, évidemment, toute proportion gardée avec ce qui lui est possible. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, les maisons, vous m'avez parlé d'une maison fabriquée de 200 mètres carrés, je crois, Oui. En un jour. C'est ça. Qu'est-ce qui est... Alors, parce que je suis un petit peu embêté, la maison était finie en un jour? Alors, d'après le constructeur, il a dit que sa maison avait été finie en un jour. Donc, En un jour, toiture, alors, fenêtre, isolation, évidemment, électricité, c'est plomberie. la question qu'on se pose tous les deux. C'est vraiment juste la coque. Il n'a pas pu faire venir tous les bureaux d'études, il n'a pas pu faire venir un plombier, quelqu'un qui Donc allait là, installer on l'électricité. parle de la structure, La structure, oui, juste la extérieure. structure, juste la structure D'accord, extérieure. extérieure. Donc C'est ça. 200 mètres carrés quand même. C'est ça. Ok, ce qui est important. En un jour. Très bien. Et les dimensions du bras qui permettent de réaliser ça? Vous avez des notions sur les dimensions, les précisions de ces bras? Quelle précision il y a sur la construction de la maison, le positionnement des murs? Donc, j'ai rien trouvé sur ce sujet sur les recherches. Donc, le site était vraiment. Je pense qu'il avait été fait par l'entreprise qui qui promeut totalement son bras. Donc, il l'a pas abordé, d'après les recherches que j'ai faites, j'ai pas vraiment eu de précision sur ce robot. Vu qu'on n'a pas vraiment de recul, c'est nouveau, c'est une nouveauté dans le domaine. Et j'ai rien pu trouver sur à la fois la précision du bras, à la fois sa consommation en électricité, ce qui est pourtant vraiment très intéressant. On veut pallier à diverses crises en économisant de la matière, mais on ne sait pas combien il consomme en électricité. Et la réalisation des murs se fait comment? C'est un bras qui prend des parpaings et qui vient les coller? Alors non, justement, donc je voulais l'aborder avec vous. Donc le bras, donc je vais reprendre l'exemple de ce bras-là, donc il se passe, par exemple, imaginons qu'il doit faire un rectangle, donc il va faire la forme du rectangle et passer. Sauf que non, il ne va pas poser de parpaing, mais il va poser du béton. Et justement, il faut qu'il y ait un béton qui ait une prise très rapide. Ça a occupé pas mal d'ingénieurs pour essayer de trouver différentes combinaisons de béton. Donc ils ont réussi à opter pour un béton avec des fibres de verre qui ait une prise très rapide. Parce que nous on connaît le béton, un petit peu de ciment, du sable, des gravillons, de l'eau, on le fait tourner. Ça met 24 à 48 heures à sécher, donc c'est pas possible de poser et d'avoir une forme précise. Donc non. D'accord. D'accord, je vois très bien. Du coup, par rapport à tout ça, vous m'avez parlé au début de votre oral que vous étiez attiré par la filière de génie civil, c'est ça? Effectivement, oui. Alors, dans quel domaine, comment c'est apparu tout ça? Est-ce que le projet finalement a eu un lien dans ce parcours, dans cette réflexion? Alors, ça vient plutôt de ma famille depuis pas mal d'années, donc j'ai une famille... donc mon père est dans le bâtiment, ma mère est dans le bâtiment, mon oncle, mon cousin, tout le monde est dans le bâtiment. On a quelque chose. C'est ça, on a quelque chose. Sauf que eux, ils sont pas vraiment ingénieurs, ils sont plutôt sur le chantier, conducteurs de travaux. Et moi, j'ai voulu justement montrer que j'en étais capable et aller plus haut et faire mieux qu'eux. Après, ce qui était bien avec ce projet, ce qui m'a permis de faire justement cette découverte, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait imprimer des maisons en 3 dimensions et ça m'a permis de faire des recherches sur le sujet. Donc oui, le projet a eu une petite incidence dans ma recherche de travail. D'accord, donc génie civil. Et donc là, on vise le statut d'ingénieur. C'est ça. En passant par quoi? En ayant choisi quoi? Alors, donc, quelle est la réflexion autour de votre poursuite d'études? J'ai choisi une classe préparatoire en PTSI, ce qui me permet de, à l'issue de ces 2 ans, passer le concours ENSAM et je l'espère pouvoir intégrer l'ESTP, donc qui est l'une des plus grandes écoles de génie civil. Et obtenir un diplôme dans ce domaine. C'est ça. D'accord, très bien. Donc en passant par une PTSI, quel est le choix de la PTSI par rapport aux autres classes préparatoires? Pourquoi? En fait, il y a un professeur qui est venu nous présenter la classe préparatoire PTSI et il y a un rapport entre le pourcentage d'élèves, le nombre d'élèves plutôt, et les places. Et ce rapport est beaucoup plus avantageux. D'accord, le ratio était très intéressant. Le ratio très intéressant par rapport à une MPSI. D'accord. Donc ça, c'est le choix de la classe préparatoire PTSI. Vous avez eu vos résultats Parcoursup? Oui, j'ai eu mes résultats Parcoursup. Racontez-moi alors du coup, ce projet s'est concrétisé ou pas du tout? Effectivement, il s'est concrétisé. J'ai pu avoir une classe préparatoire à Clichy, j'ai pu avoir aussi divers retours et je pense donc à Clichy? Clichy, oui. D'accord. Et vous avez validé?
Pas encore, mais je vais le faire dans la semaine. D'accord. Très bien. Donc, hop, le STP, et c'est parti. Ingénieur génie civil. C'est ça. Et plus tard, du coup, parce que dans le génie civil, il y a quand même beaucoup de domaines. Vous avez un domaine de prédilection, quelque chose qui vous intéresse plus qu'un autre ou... Alors, effectivement, plusieurs branches s'offrent à moi quand je veux faire du génie civil. Il y a la construction durable, il y a les matériaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'est encore assez loin, Ouais. bien que je connaisse des gens dans ce domaine. Et je pense que je vais plutôt attendre la fin de mes années de classe préparatoire pour vraiment être précis, pouvoir peut-être aller faire des journées portes ouvertes à l'ESTP et vraiment aller chercher qu'est-ce qui me plairait le plus dans ce domaine. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, jeune homme. Merci. Merci. C'est dur, hein.